étant dit, je vais céder la parole au Dr. Rick Johnson du JMP qui va nous parler des données sur le WASH dans les établissements de santé ou de soins. Merci, Lindsay. Est-ce que vous voyez l'écran que j'essaie de partager? Oui, on le voit, c'est très bien. Super, je suis Rick Johnson de l'OMS Genève. Je coordonne le programme WASH. Oui, s'il vous plaît, mettez vos microphones en mode off pour éviter le bruit de fond. Alors, on travaille dessus depuis 2019. Je vais souligner des données sorties au mois d'août de l'année dernière. C'est le troisième rapport depuis qu'on a commencé à travailler là-dessus en 2019. Bon, alors voilà. Alors, ce nouveau rapport sur l'avancement met à jour et remplace les données des rapports antérieurs, y compris le rapport sur les données, les impératifs premiers de 2020. Bon, dans un premier temps, on portait sur une vingtaine de tableaux, alors qu'en 2022, c'est un rapport beaucoup plus complet avec 80 tableaux qui nous permettent d'aller beaucoup plus dans le détail, au-delà des indicateurs de base pour explorer les inégalités ou des choses qui vont au-delà des niveaux de service de base, alors qu'en 2020, on n'avait ni le temps ni l'espace pour le faire. Ce qui m'enthousiasme en particulier pour ce rapport, c'est la quantité de sources de données beaucoup plus élargie, plus de 500 sources nationales de données, la plupart étant des enquêtes dans les établissements de santé, mais des exemples de systèmes de gestion, d'informations de gestion, de routine et d'autres rapports de systèmes de gestion et des rapports publiés. Ensemble, on couvre au moins 133 000 établissements de soins de santé contre un peu plus d'un demi-million en 2019. Et en fait, le chiffre risque d'être plus grand parce que certaines sources ne nous indiquent pas combien d'établissements ont été sondés pour obtenir les données. Pour chacun de nos rapports, nous utilisons des échelles de services pour suivre les progrès vers divers niveaux de services. Pour les écoles, les centres de santé, les écoles et les ménages, on a un certain nombre d'échelles, mais il y a aussi pour la gestion des déchets et le nettoyage environnemental qu'on surveille dans les centres de santé plus particulièrement. Les échelles comprennent des définitions du niveau de service de base d'un niveau élevé que nous suivons à l'échelle internationale. Mais ce qui ne signifie pas que c'est le niveau le plus élevé possible. Ces niveaux de base sont plutôt de base. Et dans nos rapports, on explique là où il y a des données, quel pays offre des niveaux de service plus élevés, plus bas. Dans l'échelle, on essaie d'indiquer quels sont les établissements sans service et des établissements qui répondent à certains, mais pas tous, les services de base requis. On parle alors de services limités. Ce rapport avait un intérêt particulier pour l'IPC, la lutte anti-infectieuse, qui cadrait bien avec la lutte contre la pandémie, mais il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles le WASH et la lutte infectieuse vont ensemble. Beaucoup de notre public sont plutôt spécialisés dans le ou le WASH plutôt que la lutte infectieuse. Mais donc, on voulait explorer des liens entre les deux. La lutte anti-infectieuse a 8 composantes de base au niveau de sa programmation, dont une composante porte sur l'infrastructure et comprend les services EAH. Alors, dans la documentation sur la lutte infectieuse, il y a des exigences de base pour chacun de ces domaines de service. Et on les cite dans le rapport en essayant de trouver des exemples de données. Aussi, en 2022, il y a eu un rapport international important sur la lutte anti-infectieuse avec l'arbre que vous voyez sur fond bleu. Qui comprenait le premier enquête internationale sur la lutte infectieuse dans les établissements de soins. Et nous avons tenu compte dans le nôtre.
Voici des barres des 3 rapports que nous avons publiés indiquant le nombre de pays qui ont des données sur les indicateurs des services de base au assainissement, hygiène, gestion des déchets et nettoyage environnemental. Ça représente des pays de niveaux de revenus différents. Il y a plus de données pour les pays à faible et moyen revenus. Il y a moins de données plutôt, mais vous voyez qu'il y a une progression importante depuis le début. Les indicateurs s'améliorent et s'enrichissent fort. Bon, vous voyez l'évolution de la population mondiale qui a les données. Si vous regardez l'eau à gauche, on voit que le nombre de pays qui ont des données sur les services de base pour l'eau est passé de 38 à 52 et maintenant 59. Mais la proportion sur la population mondiale n'a pas beaucoup changé, environ 37%. C'est parce que les nouveaux pays qui ont été ajoutés étaient petits dans ce cas. Et la croissance est assez forte pour les autres indicateurs. Et si on regarde l'hygiène en particulier, on voit qu'on dépasse le 30% pour la première fois dans ce rapport à 35%. Et c'est important parce que l'IGMP a une règle selon laquelle on ne publie pas des données ou des statistiques régionales ou mondiales à moins qu'on ait des données sur au moins 30% de la population. Ce qui a voulu dire que nous avons pu avoir un niveau de base pour 3 des régions ODD et pour des pays moins développés ou en développement. Le rapport a commencé avec l'hygiène cette fois-ci. On a commencé avec l'eau avant, en partie parce qu'on a un niveau de départ international et parce que c'est si important pour la lutte anti-infectieuse. Vous voyez la définition de base, avoir l'eau et le savon ou un produit pour le nettoyage des mains à base d'alcool à une certaine distance des toilettes et au point de soin. Alors, l'estimation est un peu décourageante parce que environ la moitié avait un service de base pour l'hygiène en 2021. Bon, il y avait simplement de l'eau, du savon et des toilettes et des produits à base d'alcool à la disposition du personnel, pas nécessairement utilisés. Dans les 46 pays moins en développement, c'est seulement 1 sur 3 des installations avaient un service d'hygiène. Le rapport et les dossiers de pays individuels peuvent être téléchargés depuis notre site web washdata.org, mais vous pouvez créer vos propres graphiques. Allez-y, s'il vous plaît, pour voir. Ici, on a un graphique de classement pour les services d'hygiène de base. On voit que 40 pays ont assez de données pour qu'on puisse se rendre compte de la situation. On a des pays à près de 100% de couverture et quelques pays à 20% et le Niger à 4% seulement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en explorant le site pour connaître la situation dans les pays qui vous intéressent. On a mis en relief certains exemples et évidemment, le COVID a attiré l'attention de l'hygiène des mains. Au Ghana, ils ont un système de gestion d'information, le DIMS, qui recueille des données sur l'hygiène de base depuis 2018, donc avant la pandémie, quand les indicateurs mondiaux ont été définis pour la première fois. Ceci a permis aux planificateurs ghanéens de savoir exactement quels établissements avaient ou n'avaient pas des services d'hygiène de base quand le COVID est arrivé en 2020. Le ministère de la Santé s'en est servi pour renforcer des systèmes dans les établissements de soins. Pour s'assurer que l'eau et le savon étaient disponibles. Et on a vu une augmentation de la couverture de 41% à la fin de 2019 à 57%
au milieu de 2021. Donc, c'est en hausse de 16 dans juste un an et demi, ce qui est assez remarquable. Et on peut aussi voir que les établissements avec des services limités ont connu un déclin pendant cette même période. Il y a un petit nombre d'établissements, environ 2 qui avaient toujours aucun service, mais sinon, le reste était assez stable. Donc maintenant, si on parle de l'eau, c'est l'autre domaine de service où on a suffisamment de données pour faire des estimés mondiaux. On peut voir qu'en 2021, 78 des établissements de santé avaient de l'eau qui était disponible d'une source améliorée sur place et le reste de la population s'était divisé également avec 11 avec des services limités et 11 sans service. Et si on le regarde, la distribution régionale, on peut voir qu'il y a des services plus faibles à l'Afrique subsaharienne et 90 dans l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Et donc, il y a une grande différence entre avoir un approvisionnement amélioré et un service de base. Donc, service de base, c'est que l'eau est disponible. Et quand on a une source améliorée, c'est sur place. Donc, ici, on voit l'écart entre la source améliorée, donc les cercles vides, et les services de base qui sont les cercles pleins à gauche. On peut voir que l'écart peut être très grand. Comme ça, on regarde l'Irak. En 2021, on a vu que presque tous les établissements de santé avaient des sources améliorées et elles étaient toutes sur place, mais l'eau n'était pas toujours disponible. Et en fait, dans le quart des installations, c'était disponible pour moins de 5 jours par semaine. Et on voit ça souvent dans des pays qui ont des systèmes d'eau émergents, mais donc l'approvisionnement n'est pas encore continu. C'est très intermittent. Et d'un autre côté, si on regarde en bas du graphique, le Soudan, la Sierra Leone, on peut voir que les facteurs limitatifs, c'est là où l'approvisionnement d'eau se trouve, c'est là où il y a le X. Et sur place, c'est très faible. Donc, dans les deux pays, plus de 80 des établissements avaient accès à une source améliorée d'eau, mais c'était souvent simplement un trou, un puits qui n'est pas sur place. Donc, ça fait que c'est difficile pour les travailleurs de la santé, pour les patients, d'avoir toute l'eau dont ils ont besoin quand ça doit être apporté de l'extérieur. Et pour revenir au site web, on a vu plus tôt comment ce tableau fonctionne, les services de base. Il y a toutes sortes de contrôles à gauche ici de l'écran. Vous pouvez aussi regarder des approvisionnements améliorés, les éléments des services de base. Est-ce que c'est disponible sur place, par exemple? Est-ce que c'est disponible quand c'est nécessaire, cette eau? On peut sélectionner différentes régions aussi. Ici, on regarde l'Afrique subsaharienne et la proportion des installations qui ont de l'eau sur place, donc des sources améliorées. Donc, encore une fois, vous pouvez trouver beaucoup d'informations détaillées ici en allant sur ce portail par vous-même. Et donc, pour le nettoyage environnemental, c'est le nouvel échelon des WASH qui est lié aussi à la CPI, au CPI, en fait, le contrôle, prévention des infections. Et parce que c'est nouveau, on n'a pas beaucoup de données. Donc, les définitions ici, c'est simplement d'avoir des protocoles de base pour le nettoyage qui soient disponibles et avoir du personnel qui a des responsabilités en matière de nettoyage et qui ont été formés correctement. Et donc, quand on a fait notre premier rapport en 2019, il y avait seulement 4 pays avec des données nationales sur le nettoyage environnemental. C'est maintenant 21 c'est excellent, mais c'est encore insuffisant pour pouvoir avoir un estimé régional ou mondial. Mais on a des pays de différentes régions dans le monde et donc on peut voir que dans plusieurs pays, les protocoles de nettoyage ne sont pas disponibles ou s'il y a des protocoles, il n'y a pas toujours du personnel qui est responsable pour le nettoyage ou qui ont reçu une formation. Donc, ici, vous pouvez voir, par exemple, qu'en Afrique du Nord, l'Asie de l'Ouest, on a vraiment un très grand écart ici. Koweït est à 100 le Soudan a seulement 1 en revanche, de services de base pour le nettoyage environnemental. Donc, parce qu'il y a 2 éléments ici à cet indicateur, c'est d'avoir un protocole et d'avoir la formation, l'un ou l'autre peut être le facteur limitant. Donc, parfois, c'est la disponibilité du protocole. Donc, dans le triangle plus haut, ici, on voit le butant.
où environ 40 à 45 du personnel est formé, mais seulement environ 20 des installations ont des protocoles. Donc oui, il y a de la formation, mais sans protocole. Alors au Rwanda, et c'est un scénario plus commun, il y a des protocoles qui sont disponibles, mais les gens ne sont peut-être pas responsables, bien identifiés ou n'ont pas reçu la formation. Et maintenant, pour la gestion des déchets, les indicateurs de service ici ont également deux éléments, c'est d'avoir le tri des déchets, là où les déchets sont générés avec des bacs, et aussi pour les objets pointus et dangereux qu'on les élimine de façon sécuritaire. Donc, on peut voir que souvent, il y a un des deux qui est un facteur limitatif et c'est aussi un rapport avec le niveau de revenu. Donc, c'est plus élevé là où il y a des diamants, des cercles. Donc, mais il y a beaucoup de pays à revenus moyens ou un peu plus élevés, donc des diamants, des carrés. On peut avoir un élément, mais pas l'autre. Et la raison pour cela, c'est qu'il y a beaucoup d'objets qui sont brûlés et ça ne compte pas comme étant un traitement sécuritaire pour le suivi mondial. Mais on trouve que c'est une pratique qui est répandue. Il y a des pays où on va traiter les déchets sans les trier. Donc, à gauche, vous pouvez voir le Congo, Guinée-Bissau, où il n'y a presque aucun tri des ordures, mais environ la moitié des établissements de santé ont un système de quelconque pour l'élimination des déchets. C'est souvent l'incinération et souvent c'était inefficace d'incinérer les déchets qui sont dangereux avec ceux qui ne sont pas dangereux. Et c'est en soi dangereux parce que surtout dans des incinérateurs avec de faibles températures, des dioxines et des toxines peuvent être formées quand certains plastiques sont brûlés. Pour revenir à notre page web, notre portail de données ici, c'est un exemple de comment on peut voir chez les pays moins développés quels sont les différents niveaux de services pour différents types d'établissements. Donc, on peut voir au niveau urbain, rural. Ici, on voit les gouvernements. Donc, il y avait 24 pays qui avaient des données pour les services de base dans les établissements gouvernementaux. Donc, il y avait seulement 12 de ces établissements LDC qui avaient des données. Et quand on a des données pour les deux, gouvernements et non gouvernementaux, on voit que c'est mieux souvent dans les établissements non gouvernementaux dans le même pays. Et j'ai mentionné qu'il y avait beaucoup d'incinération ouverte, brûlage ouvert. On voit une douzaine de pays ici. Toutes ces couleurs orange représentent une certaine forme de brûlage ouvert sur le terrain, ou sans protection, ou simplement des rejets ouverts dans des sites d'enfouissement. Et en rouge, c'est peut-être qu'on amène quelque chose à l'extérieur de l'établissement ou qu'on va les mettre dans des terrains d'enfouissement sans les brûler ou des incinérations. Et idéalement, on voudrait voir de l'incinération avec deux chambres de façon industrielle avec un contrôle de haute température. Mais pour le signalement mondial, on doit prendre plus de types d'incinérateurs pour faire les rapports. Donc, le plus compliqué des 5 services, c'est l'assainissement de l'eau. On peut voir par la définition qu'il y a beaucoup de facteurs. On parle des installations d'assainissement utilisables où on a au moins une toilette qui est réservée au personnel, au moins une toilette séparée par sexe avec des installations pour l'hygiène menstruelle et au moins une toilette qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, à droite, on voit ces différents critères et on peut voir que beaucoup d'installations de santé à gauche ont certains types d'installations ou des installations améliorées, mais quand on se déplace vers la droite, la couverture baisse beaucoup. Et c'est souvent le fait d'avoir des installations qui sont disponibles pour les gens à mobilité réduite ou avoir des installations pour l'hygiène menstruelle. Donc, c'est là où c'est le plus bas. Et donc, on n'a pas de service de base ici. Et on n'a pas assez de données pour avoir un estimé mondial, mais on en a suffisamment de couverture pour donner des estimés régionaux pour 3 des régions
Ici, on voit qu'en Afrique du Nord, Asie de l'Est, moins de la moitié des établissements ont de l'assainissement de base et seulement 30 pour l'Afrique, certaines régions d'Afrique. Et donc, un exemple d'aller au-delà des services de base, souvent, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de fosses septiques ou d'égouts. Ici, on voit à droite qui a des fosses septiques, qui a des traitements des égouts. Et donc, on voit que l'assainissement sur place, c'est plus prévalent que les égouts. Et on voit qu'il y a seulement 8 à 10 de couverture pour les égouts, mais on voit jusqu'à 90 de couverture pour les installations qui ont des systèmes d'assainissement sur place. Et donc, on peut voir comment les choses sont gérées dans différentes régions. Si on regarde Oman, tout va bien. Tous les systèmes sont bien vidés, sont traités. C'est un pays à revenu élevé. Mais si on regarde les 4 autres, il y a un très petit pourcentage, 20 peut-être, où les réservoirs sont vidés de façon sécuritaire et il y en a beaucoup qui ne sont pas vidés du tout. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la conception d'une fosse septique ou de son utilisation si c'est jamais vidé dans un établissement de santé. Et donc, on voit aussi que de le vider en toute sécurité, c'est plus élevé dans les hôpitaux comparé à d'autres établissements et c'est aussi plus élevé dans les régions urbaines que rurales. Et donc, pour conclure, c'est beaucoup de différents niveaux de services. Parfois, les gens veulent savoir, eh bien, qu'est-ce que c'est l'ensemble de WASH? Qu'est-ce que ça donne, ces données? On n'a pas pu les intégrer, ces 5 éléments, mais il y a des régions où on peut avoir 4 des échelles. Donc, pour les pays en développement, contexte fragile, Afrique subsaharienne, on voit l'eau, c'est le plus élevé. L'assainissement, l'hygiène, c'est peut-être au milieu, et puis la gestion des déchets, c'est le plus faible. Il y a 16 pays où on a 5 échelles qui sont disponibles. On les voit ici. Et donc, ce motif de base se poursuit. En fait, l'eau, le service de base, c'est plus facile à atteindre que l'assainissement de base ou l'hygiène de base pour ces niveaux de service. Donc, on voit régulièrement cette tendance. Mais dans certains cas, c'est le nettoyage environnemental qui peut être le plus faible. Il peut y avoir vraiment une distribution très intéressante avec les types d'interventions qui seraient nécessaires pour accélérer ou améliorer WASH dans les établissements de santé. Ça peut être très différent, dépendamment des niveaux de services qui sont les meilleurs ou les pires dans différents pays. Donc, sur ce, je vais redonner la parole à Lindsay. J'ai bien hâte d'avoir une discussion non seulement sur la surveillance, mais l'utilisation des données pour améliorer les services dans des pays partout à travers le monde. Merci beaucoup, Rick. Je vous applaudis. Vous ne pouvez pas être en personne pour nous entendre, vous applaudir, mais c'est fantastique de revoir les données. J'apprends toujours quelque chose et je suis très intéressée. J'étais ici et je repensais à 2015 quand on a fait le rapport de l'État. Ce n'était pas fait par le JMP, mais il y avait 66 000 établissements. Et depuis, le JMP a créé ces indicateurs de base et a fait le lancement d'un seuil avec 2 progrès. Et on est à plus de 900 000 établissements qui sont inclus. Donc, je pense de voir ce progrès-là en simplement 8 ans, c'est incroyable. Et si on pense peut-être à une image plus sombre qu'on avait, quelle était la situation il y a 8 ans. On a l'impression qu'on commence à avoir une plus grande compréhension, en particulier sur cette dernière diapo où on pouvait voir que dans certains pays, quelle était la situation avec l'eau de base, assainissement, hygiène, tous ces services de base, voir est-ce que les problèmes sont dans tous les établissements, certaines régions, etc. Donc, c'est une très bonne façon de regarder ces données plutôt que de juste
avoir une idée vague. Donc, merci pour cette présentation. Et je vais voir s'il y a des questions ici dans notre chat où vous pouvez lever la main. On va faire le suivi de cela également. Eric, on peut encore voir votre écran, juste pour que vous le sachiez. Et donc, si quelqu'un a des questions ici, je vois qu'il y a des commentaires. Et tout d'abord, on vous félicite pour le site web JMP. Très bon commentaire sur son utilisation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur la présentation de Rick en particulier? Voir ce que les gens pensent. Bon, une question que nous avons de François, mais je pense que je vais attendre parce que c'est plutôt lié à Wash Fit. Bon, alors voilà. Quelques questions ici dans le chat. Je vais commencer avec Darcy qui dit « Je suis curieuse à propos de la distinction entre ce qui est un hôpital et ce qui n'est pas un hôpital. » Ah, voilà. Quand j'ai commencé, je me suis dit « Ce serait facile. Il doit y avoir une définition. On est à l'ouest. » Mais non, on n'a pas de définition de ce que c'est qu'un hôpital. Et les pays ont leur propre définition de différents types d'établissements de santé. Beaucoup d'établissements sont qualifiés ou classés comme des hôpitaux, ou des cliniques, ou des polycliniques ou des postes de santé. Il y a tout un éventail de termes employés pour décrire les établissements de santé ou de soins. Mais essentiellement, on dit, si le mot hôpital figure là-dedans, ça compte comme un hôpital. Parce que ça correspond à une définition nationale d'un hôpital selon le niveau de service fourni. Mais ce n'est pas comme s'il y a une définition mondiale. On aurait aimé avoir au moins 3 niveaux pour avoir une idée de la taille. Mais quand on regarde la façon dont les différents pays étaient classés et les évaluations qui étaient faites, bon, hôpital et tout le reste semblait être le moyen le plus approprié. Et pas un hôpital est un... Bon, c'est un terme épouvantable, je déteste, mais oui, mais on comprend d'où ça vient, c'est utile. Ryan demande, bon, en regardant l'évolution des échelles pour depuis le suivi de MDG. Bon, gestion déchets, c'est nouveau. Nettoyage environnemental, hygiène et ainsi de suite dans le domaine de la santé. Oui, bon, alors la différence principale entre les échelles que nous avons dans les établissements de santé et que nous avons dans les ménages, c'est qu'on n'arrive que au niveau de base seulement. Dans la transition entre les objectifs du millénaire et les ODD, on a ajouté l'eau potable et ainsi de suite. C'était intéressant de voir ce que signifiaient ces 5 échelles. On s'est dit à un certain moment, il y aura un consensus sur des exigences minimales pour atteindre ce niveau. Mais à ce stade-ci, on essaie à peine de couvrir les données sur les services de base. Et les données indiquent que les levels sont un peu inquiétantes, même à des niveaux de base de services. On ne peut pas à ce stade-ci essayer de penser ce que des niveaux plus élevés ce à quoi ça ressemblerait. Mais on a des pays qui surveillent la qualité de l'eau à boire ou des pratiques réelles de lavage des mains ou la gestion des boues. Alors, il y a toutes sortes de choses donc qui vont au-delà et notre approche, c'est si nous trouvons un bon exemple d'un pays qui fait un suivi qui va au-delà des services de base et qui a de bonnes données, on aime attirer l'attention là-dessus dans un de ces rapports mondiaux. Et à un certain moment, ça pourrait conduire à un niveau plus élevé de service reflété dans les échelles. Mais il faudra attendre un peu. Oui, les niveaux de service avancés, justement, quelqu'un demande si on a des exemples qui nous aideraient à conceptualiser ce que cela signifierait. Oui, ça variait sur l'échelle aussi. On mentionne le cas de la CIABI dans le rapport. La CIABI a fait une évaluation en détail et a défini des niveaux plus élevés parce que les services de base étaient couverts, sauf en assainissement. Il leur restait beaucoup de travail à faire pour atteindre les niveaux de base. Il y a la qualité de l'eau potable, la légionellose est un cas intéressant. Il voulait
que ce soit reflété dans leurs données sur l'eau. Alors, on donne l'exemple de certains pays pour que d'autres songent à faire de la surveillance aussi. Deux autres questions pour vous. D'abord, Myrna, qui parle d'exemples de pays qui ont plus de progrès par rapport aux autres. Alors, peut-être une première question, Rick, est-ce que vous voyez des progrès dans certains pays? Et ensuite, si tel est le cas, êtes-vous capable d'aller plus en profondeur pour comprendre ce qui s'y passe? Eh bien, malheureusement, on n'a pas une base de données assez solide pour parler de tendances dans les différents pays du tout. Dans certains pays, on n'a que 1 ou 2 points de base pour certains des niveaux de service. L'exemple du Ghana dont je vous ai parlé pour l'hygiène des mains est une des exceptions. On a une série temporelle assez riche et pour d'autres indicateurs aussi. Il y a donc quelques pays où on peut dégager des tendances, mais dans l'ensemble, nous n'avons pas beaucoup de données de ces systèmes de données routinières. C'est plus des enquêtes établissement par établissement qui coûtent cher et qui sont plutôt rares. Donc, on n'a pas assez de données pour parler d'évolution. Bien. Un commentaire de quelqu'un du Nigeria. Et, bon, on pose des questions sur l'absence de rapport entre les rapports nationaux sur le WASH et le JMP. Et mentionne le cas du rapport de 2019. Rick, comment est-ce qu'on utilise ces données quand vous parlez de la provenance de ces données au départ et pourquoi les gens regardent ça et ne voient pas certains ensembles de données dont ils sont au courant dans leur pays? Il y a une chose que j'aurais dû dire au début, c'est que le JMP essaie de recueillir toutes les sources de données disponibles dans un pays et d'en extraire les données qui sont compatibles avec les indicateurs et les définitions internationales. Et ensuite, on prend tout ce qui est disponible. Bon, j'ai dit qu'il est rare d'avoir des points de données multiples, mais s'il y en a, on les met dans une régression linéaire et on en tire des estimations pour chacune des années. Alors, on n'aurait pas nécessairement les mêmes résultats qu'un rapport d'enquête donné, par exemple. Et les rapports d'enquête utilisent des méthodes qui ne sont pas nécessairement alignées sur les méthodes internationales. Donc, il pourrait y avoir une différence de chiffres. Mais si vous allez dans les définitions, peut-être que l'indicateur est légèrement différent dans ce rapport par rapport aux indicateurs mondiaux. Alors, c'est deux raisons pour lesquelles il pourrait y avoir des différences, des points de données multiples et des différences de définition ou de méthode. Oui, c'est très utile, ces éclaircissements, et je sais que vous invitez les pays à parler de leurs données et d'évaluer. Il y a une conversation lorsque vous obtenez vos données, par exemple au Nigeria. Oui, chaque fois qu'on met à jour les ensembles de données internationales, on communique avec les pays en leur donnant des quelques mois pour nous dire est-ce qu'il nous manque quelque chose, est-ce que nous avons commis des erreurs. Il y a une interaction, il y a une place importante pour les pays de réviser, de regarder et de commenter les estimations. Donc, les pays eux-mêmes ne vous ont pas nécessairement communiqué toutes les enquêtes. Oui, en effet. Oui, si il existe une enquête, on aimerait penser que nous allons être au courant parce que nous avons des bureaux de l'UNICEF et l'OMS. Nous mettons la base de données internationale à jour tous les 2 ans. Il y a donc un cycle. À la fin de cette année-ci, on aura notre prochaine consultation des pays. S'il y a des sources de données dont les gens ici sont au courant, par exemple, dites-le nous et on s'assurera de les inclure dans la prochaine mise à jour. Et une dernière question de Stennis qui parle de la mesure prise par le GMP pour avoir assez de données pour avoir une idée de l'évolution du nettoyage environnemental. Bon, alors là aussi, on peut parler de l'évolution de la couverture de données, mais en ce moment, on n'a que 21 pays. On ne peut pas parler de l'évolution de l'état du nettoyage environnemental. Il y a une pénurie de données.
même dans certains pays, il est difficile de dire des fois. C'est le genre d'indicateur qu'on devrait pouvoir faire avancer assez rapidement parce que c'est davantage un indicateur de gestionnel, si vous voulez. Il ne faut pas beaucoup de budget ou d'infrastructure pour avoir des protocoles et former le personnel. J'espère qu'on aura un progrès important là-dessus, mais il va falloir un certain temps pour avoir des rondes de données multiples. Et pour ceux qui ne le savent pas, ces indicateurs, je pense que spécifiquement pour le JMP, ce n'est pas déjà dans les sondages des gens. Ça doit être évalué à leur évaluation. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas la quantité de données comme pour les sources d'eau améliorées. Oui, quand on a développé les indicateurs, on a fait un processus, on a réuni beaucoup d'experts pour voir, bon, ben, qu'est-ce qui pourrait être, quels sont les niveaux WASH qui seraient intéressants. Il y avait un peu de données sur l'assainissement, la gestion des déchets, etc. Mais le nettoyage environnemental était toujours laissé de côté. On avait besoin d'un indicateur pour ça. Donc, c'était là un tout nouvel indicateur. Et donc, mais ça commence vraiment à se développer, mais ça prend du temps avant d'entrer dans les systèmes. Et maintenant, euh, est-ce que si on veut ajouter des questions, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai manqué? Tom, en fait? Je pense que Rick a fait un très bon travail à répondre aux questions. Pour le Nigeria, je pense que c'est un très bon exemple de là où on a une évaluation assez complète dans les maisons, les écoles, les installations de santé. Ça arrive régulièrement, donc on commence vraiment à voir là, de l'information, des tendances au Nigeria, et c'est très positif. Mais on n'a pas pu inclure des données les plus récentes de sondages, les tout derniers rapports. C'est pour ça qu'il y a peut-être un peu une différence entre nos estimés et ce qu'on retrouve là-bas. Oui, il y a un peu de délai entre la disponibilité des données et votre capacité à l'évaluer. Oui, alors je veux aussi rapidement euh, voir s'il y a d'autres commentaires avant qu'on parle plus des nuances des données, de la prochaine discussion qu'on va avoir, comprendre les différences entre avoir suffisamment de données sur l'état actuel et, comme Rick en dit, être capable de parler de tendance. On n'est pas là encore. Donc, je serais curieuse de savoir d'abord un petit sondage. Est-ce que vous avez regardé les données JMP pour WASH dans les établissements? Pas nécessairement le dernier rapport. Et j'espère qu'après cette conversation, vous irez voir ce rapport, mais aussi euh, les données de façon plus générale de 2020, 2019, ces rapports, etc. Et si vous avez regardé ces données, comment les avez-vous utilisées? Est-ce que c'était pour de l'information sur les antécédents? C'était pour le plaidoyer, pour miser sur les recherches, pour la mise en œuvre? Est-ce que vous utilisez ça pour aider à développer des systèmes de surveillance dans vos pays? Donc, peut-être que vous pouvez utiliser des indicateurs, des données du JMP. Ou s'il y a d'autres utilisations que vous en faites, Rick, entre autres, vous pouvez nous en parler. Utiliser le chat. Merci beaucoup. Donc, je vous donne 1 ou 2 minutes. En fait, une petite minute pour répondre aux questions ici sur l'écran et on va partager les résultats. Ces documents, en fait, sont jamais petits, ça prend du temps à passer à travers, mais j'espère que Rick, avec sa présentation de chaque différente section, nous aide à digérer. Il y a des résumés aussi exécutifs qui sont très intéressants et ensuite, vous pouvez aller plus en profondeur en regardant ces graphiques qui ont été créés, comment on divise les données sur les hôpitaux, non-hôpitaux et ce que les données nous indiquent. Donc, prenez encore 20 secondes ici. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui répondent aux questions du sondage et j'aimerais ensuite vraiment en entendre davantage sur l'utilisation des données par vous tous pour différentes raisons. Et donc, 5, 4, 3, 2, 1. On met fin au sondage et je vais partager les résultats. Je vous dirais que la majorité d'entre vous avez regardé ces données d'une façon ou d'une autre. 85 ont utilisé ces données du JMP sur WASH dans les établissements.
Et si vous ne l'avez pas fait encore, regardez bien washdata.org et vous pourrez voir ces données. Et ensuite, comment avez-vous utilisé ces données? Beaucoup de personnes utilisent ça pour une lecture en arrière-plan, de l'information, et moi aussi, mais les gens l'utilisent aussi dans leurs propositions de développement, parfois dans les plaidoyers, parfois dans la recherche, la mise en œuvre, et quelques personnes pour aider à développer des systèmes de surveillance, et quelques-uns l'utilisent d'autres manières, et j'aimerais bien connaître quelles sont ces autres manières. Donc, si vous êtes une de ces 6 personnes qui avaient écrit « Autre », dites-nous qu'est-ce que vous faites avec ces données. Et je vais ouvrir la séance à l'auditoire. Et Hadim, d'abord, comment est-ce que toi, vous utilisez les données? Ensuite, je vais ouvrir à d'autres. Habib, si vous voulez faire des commentaires. Oui, merci, Lindsay. Merci, Rick, pour cette information compréhensive sur les données JMP. Et donc, juste quelques éléments en termes de ce que Lindsay a partagé, les gens qui utilisent l'information pour la mise en œuvre. Et aussi, ces données, avant de les voir, avant que ça devienne pertinent, que JMP puisse le couvrir, il faut que ça couvre 30 des pays. Donc, ça, c'est très intéressant. Et donc, il y a un écart ici avec l'utilisation sur le terrain. Et donc, je veux simplement parler d'une plateforme qui a été développée par le défi Global Water, qui regarde différentes sources de données pour les rendre disponibles sur une plateforme où les gens peuvent partager et accéder un peu comme une source de données centralisée et donc aussi pour être utilisé pour la mise en œuvre sur le terrain par les districts, les installations qui veulent de l'information exacte. Et cette information donc est utilisée d'abord pour comprendre de façon plus granulaire ce qui se passe au niveau du district. Et c'est basé sur les indicateurs JMP. Et c'est en ligne donc avec les indicateurs de base de JMP et WashFit. Et présentement, nous regardons des études de cas dans 3 pays, dont l'Ouganda, et on veut que on cherche à obtenir les données d'autres pays aussi. Ici, on veut avoir des outils qui pourront être utilisés pour visualiser le paysage et optimiser les investissements. Et je vais mettre cette information sur ce site Web dans le chat et ceux qui sont intéressés pourront nous contacter. Donc, on a, en général, on peut voir, quand on regarde mondialement, donc cette information, comment est-ce qu'on peut l'utiliser sur le terrain et aussi pour des plaidoyers? Et donc, voir aussi si ça peut être utilisé, cette information, pour mettre en œuvre des actions spécifiques. Je pense qu'il devrait y avoir des opportunités pour utiliser ça sur le terrain également. Merci. Fantastique, Habib. C'est un exemple de l'utilisation des données, en fait, de façon plus localisée, utiliser les indicateurs. Je pense que c'est critique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main ou pour parler? Il y a ceux qui l'utilisent pour les plaidoyers, entre autres. Comment l'utiliser, donc? Et donc, c'est une communauté de pratique. Je vais vous appeler, je vous connais, si personne ne participe volontairement. Est-ce que quelqu'un utilise ces données donc pour les questions de plaidoyer? Pour la recherche? Oui, Martin, allez-y. Merci. Merci, Lindsay. En fait, pour ce qui est de communiquer avec les gens au niveau des districts, les gens qui font la mise en œuvre, les données du GMP ces informations sont très utiles quand nous faisons déployer, au moins pour élever les niveaux de service, pour atteindre les niveaux de base. Là, ils peuvent voir en quoi ça consiste. Récemment, on a eu des communications avec un des districts en utilisant les méthodes de l'analyse des causes fondamentales pour regarder la piètre performance de l'eau, assainissement, hygiène dans les établissements de santé. On a utilisé les données du GMP
pour montrer que c'est un problème mondial et qu'il ne faudrait pas qu'il soit laissé pour compte en tant que district, mais qu'en même temps, ça soulève le genre de préoccupation. Euh, il ne s'agit pas seulement d'obtenir un soutien pour le district, mais aussi la conscientisation des données internationales était très utile à cet égard. Oui, c'est très intéressant de voir que les gens ne sont pas seuls dans cette situation. C'est bon de ne pas pointer les gens du doigt. Les données montrent que beaucoup d'établissements dans le monde ont la même préoccupation. S'il y a d'autres commentaires, justement, dans le chat, on parle de l'utilisation des données dans ces cours pour ces étudiants de différents cycles. Et moi, je suis de Emory, j'aurais dû y penser. C'est un bon moyen de démontrer à des praticiens futurs là où il y a des lacunes et là où leur expertise pourrait changer la donne. Bon, des commentaires sur l'utilisation des données pour l'élaboration de propositions. Moi, je l'ai fait pour expliquer où on en est et pourquoi les données sont si importantes. D'autres réflexions sur l'utilisation des données? Je sais que j'ai des collègues d'UNICEF qui, j'espère, utilisent ces données dans leur travail. Des gens dans les bureaux de pays qui utilisent ces données dans vos discussions avec les gouvernements. Nous avons aussi, personnellement, je regarde les données de gestion comme source de données à l'avenir et il faut du plaidoyer aussi de ce côté-là. Quels sont les indicateurs qui peuvent exister au niveau des services d'information de gestion en santé? Et nos collègues de l'USAID, comment utiliser ces données dans vos projets ou nos chercheurs, Matt, par exemple? Donc, je pense que ça a été très utile, Rick et Tom, et merci d'avoir présenté sur ces données. Personnellement, j'utilise ce rapport JMP dans tout ce que je fais. Je pense que ces données sont vraiment très précieuses pour vraiment mettre la table, pour comprendre où sont les écarts. Je pense que pour un point de vue aussi de plaidoyer, c'est très précieux comme base de données et on doit continuer à miser sur ça au fur et à mesure de la disponibilité des données. Donc, je vais maintenant conclure ici. Et je vais simplement vous montrer quelques diapos avec des ressources sur WASH dans les établissements de santé, wash.hcf.org. Vous allez trouver beaucoup de ressources ainsi que notre site Web. Vous allez voir toutes sortes de rapports sur ces événements ici. Vous pouvez vous inscrire à notre liste et envoyez-nous des sujets, des recommandations de sujets. C'était des collègues du Nigeria qui nous avaient envoyé un commentaire comme quoi que les données GMP n'étaient pas assez utilisées. Vous pouvez aussi faire de la nomination d'une histoire de succès. Et en mars 2023, il y aura notre prochaine séance sur le nettoyage environnemental. Donc, si vous êtes intéressé à cette conversation, ça va être notre prochaine séance. Et donc, WASH, inhcf.org. Et il y a beaucoup de ressources dans le chat. Je vous encourage fortement à regarder cela et soyez bien à l'aise si vous avez des questions. Et Shantia, commentaire? Bonjour, Lindsay. Désolée, il y avait des bruits environnants. Je ne pouvais pas parler. Donc, j'ai une jeune enfant qui faisait du bruit. Je suis désolée. Mais bon, dans 2000, l'interprète n'entend pas bien l'intervenante.
On a l'Institut national de statistique au Cambodge, et donc on utilise cela. Donc, c'est un outil qu'on utilise dans nos plans de recouvrement. On utilise donc les données du GMP dans notre planification et aussi avec les collègues de l'OMS ici. L'interprète n'entend pas bien l'intervenant, mais on peut discuter avec les départements techniques. On a développé des outils qu'on partage ça pour nous aider au niveau de l'assainissement. On travaille avec des partenaires avec ces outils et l'équipe technique. Et ensuite, on peut documenter et partager cette information pour les investisseurs. Et on peut continuer à en faire davantage. Merci beaucoup, Chantea, de prendre du temps, vous éloigner de votre famille pour nous parler de cela. Et je pense que oui, l'utilisation des indicateurs GMP comme un endroit pour amorcer une conversation sur l'intégration et avoir des discussions sur comment intégrer cela dans les systèmes de suivi nationaux, utiliser les bases de données de base, c'est excellent pour voir quelle information on peut tirer. Donc, vous pouvez revoir le rapport de GMP pour voir comment est-ce qu'on procède à certaines analyses, comment est-ce qu'on fait le tri des données pour vraiment comprendre les écarts dans l'information mondiale et aussi au niveau national. Et certainement, ça ramène aux rapports mondiaux comme Rick et Tom pour que leurs équipes puissent nous dire voici ce qui se passe mondialement pour les établissements de santé au niveau de l'EH. Et donc, merci Rick et Tom de votre participation. Merci à tous. Nous allons faire une autre séance ce soir. Donc, si vous êtes en Asie ou dans ces régions-là, vous avez des collègues, dites-leur qu'on va avoir une autre conversation et ces enregistrements vont être mis en onde cette semaine avec les autres ressources en ligne, en fait, avec des liens particuliers. Donc, merci tous pour l'instant et on va vous revoir dans 2 mois, à la fin mars, sur le nettoyage environnemental. Au revoir. Laissez ceci ouvert. Merci à nos interprètes. Ils ont été fantastiques. Merci. Et s'il y a d'autres commentaires, le chat est toujours ouvert.